Je m'arrête auprès de chaque service, je prends le temps de poser des questions utiles et de faire connaissance avec les personnels. Kelkeb m'emmène chez le capitaine Boudjma qui a servi sous mes ordres en zone 1 de la base de l'Est. Il commande à présent un bataillon de chars dont les effectifs sont en majorité constitués de réservistes. Boudjma traverse des moments difficiles à Tindouf. Je le trouve très affecté. Il ne sort presque pas de sa casemate, me dit Kelkeb. Je ne reconnais pas le Boudjma que j'ai connu au maquis. Il y a comme cela des hommes qui ne s'habituent jamais aux conditions particulières du Grand Sud et des séparations trop longues d'avec leur famille. Les hommes qui composent l'ANP sont issus pour la majorité d'entre eux des couches populaires habituées à affronter des conditions de vie difficiles. Ils sont frugaux et sobres. Ils sont modestes dans leurs besoins, patients et réservés. Ils ont combattu dans les pires conditions contre les Français. S'ils perdent parfois le moral, c'est que peu de choses ont été faites pour les adapter à leur nouvelle mission. En quittant Boudjma, Kelkeb me dit « Tu sais que Boudjma voit des éléphants à Tindouf ?» Je ne sais pas si Kelkeb parle sérieusement. Le lendemain, alors que nous visitons le Mogar, devenu un centre de transit pour permissionnaires, je vois d'énormes figures stylisées comme des peintures rupestres, rappelant vaguement des éléphants, sauf que les contours sont faits avec des ronds à béton. Je demande ce que c'est et le Mokhtar de dire « Voilà que notre nouveau chef voit lui aussi des éléphants ». Tout le monde pouffe de rire. Je me demande si les gens à Tindouf n'ont pas reçu un coup de soleil. Dans la soirée, les commandants d'unité nous rejoignent pour un dîner offert par le commandant l'Ayashi, maquisard connu de la base de l'Est. Ces cuistots se surpassent. Je retrouve le commandant Lamine Zarwel, chef de la 12e brigade mécanisée, son chef d'état-major, le commandant Mohamed Al-Ammari, le commandant Yahya Souaidia, chef de la 34e brigade motorisée, ainsi que quelques chefs de bataillon autonomes, la plupart de vieilles connaissances de la guerre de libération. Nous passons une soirée de retrouvailles. Chacun raconte les péripéties qu'il a vécues. Chacun y va de son histoire. Le fil d'Ariane. Le lendemain, je rends visite à la première compagnie de reconnaissance commandée par le lieutenant Chir, un ancien baroudeur de la zone 8 de la wilaya 5. La conversation se prolonge. Yahya Souaidia, qui m'accompagne, me rappelle que la nuit tombe et que nous risquons de ne pas retrouver notre chemin. Nous reprenons donc la route, suivis d'une dizaine de Land Rover. Au bout de quelques kilomètres, le véhicule de tête commence à hésiter. La nuit est maintenant tombée. Nous avançons encore pendant quelques centaines de mètres, puis nous nous arrêtons tout à fait. Yahya descend de sa Land Rover. « Je vous l'avais bien dit, maugrait-il. Je ne comprends pas que des militaires puissent se perdre ainsi. » La mise en garde de Slim Saadi à Boumedienne, il se paumerait. Nous la vérifions. Nous sommes là à nous demander ce qu'il y avait de mieux à faire, camper sur place ou bien continuer, quand, soudain, des phares s'allument au loin. Un, puis deux, puis plusieurs sur un large franc. Ces lucioles nous indiquent la bonne direction. Arrivés à bon port, nous sommes accueillis par le chef d'état-major de la 34e brigade, Hussein Saïd, celui-là même dont le groupe de DCA avait abattu 3 avions israéliens pendant la guerre d'usure sur le canal de Suez. Ayant compris que nous nous étions égarés, il avait pris l'initiative de nous indiquer la bonne direction. Le jour d'après, bien décidé à ne plus revivre la même mésaventure, je mets dans la poche supérieure de mon treillis une petite boussole et pour éviter de la perdre, je l'accroche par une cordelette à la boutonnière. Je note un certain nombre d'angles de direction afin de trouver mon chemin au cas où. Je garderai longtemps sur moi le précieux petit gadget. Mais je ne vais pas m'en tenir là. Une solution devrait être trouvée au plus vite. Comment demander à des hommes de combattre s'ils ne savent pas où ils sont et quelle direction ils doivent prendre? Mon expérience égyptienne vient à mon secours. Sur le canal de Suez, au cours des exercices d'artillerie, surtout pendant les tirs en mouvement, les officiers égyptiens recouraient à des balises en béton qui émergeaient à peine des sables. Les points géodésiques enseignés dans toutes les écoles militaires du monde servent à déterminer les coordonnées des lieux où on se trouve. Dès mon affectation définitive au SOST, je m'attaque au problème pour le solutionner au fond. Le futur général Ahmed Sanhaji, directeur central du génie, est sollicité. Au bout de quelques jours d'études avec l'Institut national de géographie, il vient me rendre visite muni d'une carte aux 100 000 du plateau de Tindouf, vérolée de nombreux petits points. Ces points représentent des balises hautes de 2,50 m. La hauteur prévue permet la vision d'une balise à une autre selon le principe du sémaphore. Ces balises seront confectionnées par le génie de Béchar. Le reste est mon affaire.
Je donne à chaque balise un nom de code composé de chiffres et de lettres. Pour une meilleure visibilité, la distance entre les balises sera réduite. La première distance n'a pas tenu compte de la réverbération du soleil. Ces balises font l'objet de fiches cartographiées, codées et estampillées, très secrets. Avec leur mise en place, les déplacements dans le désert deviennent sans risque. Je visite les autres compagnies de reconnaissance et d'alerte, positionnées comme la première sur la frontière pour assurer la sécurité de l'ensemble du dispositif. La seule hauteur qui domine ces contrées mortellement plates est celle de Merkala, de triste mémoire. C'est là où les troupes marocaines, lors de la guerre des Sables de 1963, avaient encerclé les 250 hommes du 45e bataillon que commandait le lieutenant Boubkar Hachani, qui ne disposait d'aucune capacité de manœuvre, pas même d'un véhicule. J'observe. Je travaille d'une façon méthodique en prenant le temps nécessaire pour bien connaître les soucis des hommes et les moyens dont ils disposent. Je consulte les cadres. Je suis de nouveau au contact du noyau réel de l'armée. J'écoute patiemment pour évaluer à leur juste poids les exposés. La moindre anecdote, la plus anodine des remarques, ont leur prix. Je constate partout une sorte de résignation désabusée devant le manque de réactivité du ministère quand les besoins sont exprimés. On me parle avec franchise, nous évaluons ensemble ce qu'il convient de faire pour améliorer la situation, nous faisons des projections. Quand il s'agit des problèmes de leurs hommes ou de l'état de leur matériel, la liberté de parole des officiers est totale. Mukhtar Kirkeb, assurant la fonction de chef d'état-major, fait le travail de synthèse nécessaire pour une bonne exploitation des exposés évaluations qui sont développés devant moi. Ma mission d'expertise dure environ 1 mois. À l'issue de cette tournée sur le terrain, je fais une halte chez Slim Saadi, à Béchar, pour le consulter sur chaque point que j'ai noté. Slim, de sa propre initiative, avait déjà pris un certain nombre de bonnes décisions. Il avait affecté 3 bataillons du service national pour démontrer les rails du chemin de fer désaffectés, Béchar Kenatsa, et pour les acheminer sur Tindouf, à raison de 60 rails par semi-remorque. Les hommes du génie sur place en font déjà bon usage. En substance, les grandes lignes du rapport au président sont les suivantes. L'amélioration des conditions de séjour des personnels. J'attire ensuite son attention sur la nécessité de mettre sur pied un système logistique performant. Enfin, j'insiste pour que les professionnels en charge des responsabilités sur place aient la liberté d'articuler et de redéployer le dispositif opérationnel en fonction des paramètres évolutifs qui se présenteront. Nous proposons de relever les unités qui sont sur place depuis longtemps sans pour autant affaiblir nos moyens. Nous gardons les 12e et 34e brigades, les 2 bataillons de chars, le T-55 et T-62, les unités de commandement et des services de soutien. Nous proposons les départs de celles qui ne sont pas formées pour les combats de type classique ou bien de les former intensivement. Des renforts ont été dépêchés à Tindouf, parfois d'une façon inconsidérée. Boumediene accepte nos propositions dans leur totalité. Le reste est notre affaire. Peu de temps après ma prise de fonction au SOST, les renforcements que j'ai demandés sont acheminés par un balai d'avions qui dure une dizaine de jours. La maîtrise des aviateurs déjà démontrée lors des précédents ponts aériens vers le canal de Suez fait une fois de plus merveille. Amélioration des conditions de vie. L'urgence d'apporter un remède immédiat au spleen qui s'empare des hommes qui vivent mal la séparation avec leur famille et des conditions de vie difficiles m'apparaît un matin quand, pénétrant par hasard dans un abri, je trouve un officier en larmes. C'est un vétéran, un compagnon des combats de la guerre de libération. Je l'engage à se confier à moi. Édifié sur les raisons de tant de souffrance, j'accélère la mise en place des mesures qui donneront aux militaires opérant dans l'extrême sud du pays la possibilité de maintenir le lien soldat-famille. Pour le moral des troupes, les contraintes professionnelles doivent peser le moins possible sur la vie de famille. Comment faciliter les déplacements de tant d'hommes entre leur lieu d'affectation et les villes et villages où résident leurs proches? Mon expérience égyptienne va encore une fois me servir. Sachant qu'un jour ou l'autre, elle allait s'attaquer à la ligne Bar-Lev, l'armée égyptienne accordait à ses personnels une permission de 4 jours par mois passés au franc. Notre présence dans le sud algérien s'inscrivant dans la durée, il nous faut donc aménager les choses d'une façon rationnelle et sans préjudice pour le service.
Les permissionnaires doivent disposer de suffisamment de temps pour régler leurs problèmes personnels, scolarisation des enfants ou toute autre question liée à leur vie civile. Briser l'isolement, ne serait-ce que pour un court laps de temps, est bon pour le moral. Une permission de 12 jours, le temps passé sur la route inclus, pour les sous-officiers ou junoud, est jugée nécessaire. Elle est renouvelée tous les 2 à 3 mois et demi. Elle est de 2 mois pour les officiers moins nombreux. Les listes sont établies au niveau des unités et affichées. Chacun des hommes est tenu d'attendre le retour de son camarade avant de partir à son tour. De cette manière, la présence au corps est assurée. Le temps imparti à la formation et à la préparation au combat est préservé. Je mets ainsi fin aux demandes anarchiques de départ en permission. 24 autocars fournis par la SNTV sont affectés à l'opération. Les départs et les arrivées se font au Moghar de Tindouf. Les points de ramassage s'effectuent à partir d'Alger, d'Oran et de Constantine. Les horaires sont communiqués aux permissionnaires et aux transporteurs. Les avions, en fonction de leur disponibilité, privilégient la destination Constantine plus éloignée. Au bout de quelque temps, nous constatons que les hommes s'appliquent mieux dans leurs tâches. Slim Saadi met en place un groupe d'intendants auprès de l'OFLA, de Sidi Bel Abbès, dont la mission est de nous approvisionner en denrées alimentaires. Sur ce plan-là, il était temps que les choses changent. À ce propos, je rapporte une anecdote cocasse mais significative sur les punairies que subissent les hommes. Un jour, alors que je me rends auprès du 29e bataillon, le capitaine Mahrez, un compagnon de la zone 1 de la base de l'Est, me tend un melon à bout de bras. « Si Khaled, voici le dessert de mon bataillon. Depuis que j'ai appris que vous alliez venir, je l'ai gardé pour vous le montrer, me dit-il. L'exemple du melon. Les militaires qui l'ont vécu ont pris le parti d'en rire. Illustre le sort fait au banc de commande émis par les chefs des unités opérationnelles. L'eau dans ces contrées arides est un problème. Le précieux liquide est fourni au compte-gouttes. À mon arrivée, seul 2 puits existent. Quant à la consommation des véhicules et engins, c'est une autre question. Chaque matin, très tôt, nous nous déplaçons, le lieutenant-colonel Kerkab et moi, vers les unités pour assister aux exercices. À la vue du véhicule couvert de poussière, Kerkab apostrophe mon chauffeur. « Alors, tu ne nettoies pas le véhicule du colonel ?» Le chauffeur répond « Il n'y a pas d'eau, mon colonel. » Kerkab lève les mains au ciel pour prendre Dieu à témoin. Mais dans quel pays sommes-nous? Pas d'eau, pas d'oignons, pas de patates. Qu'ont-ils fait de nous, ces types d'Alger? Il est vrai que nous étions à l'époque du socialisme spécifique à l'algérienne et des punairies de toutes sortes, et que dans les souks al-fallah de joyeuse mémoire, pour avoir une plaquette d'œufs, il fallait faire la chaîne pendant 1 heure, et vente concomitante oblige, acheter en même temps une roue de brouette ou un serre-joint. Un seul puits avait été foré en avant du dispositif, au plus près de la frontière. Le lieutenant-colonel Alleg, à l'époque où il commandait la 3e brigade d'infanterie, l'avait dénommé Bir el-Azm. Trouvait-il que ces hommes manquaient d'ardeur? L'eau dans les citernes est brûlante. Elle a un goût de rouille. Peut-on imaginer ce qui serait advenu de nos éléments si les 2 puits étaient détruits ou occupés par des forces hostiles? Cette question de l'eau devient ma principale préoccupation. Elle fait l'objet de plusieurs rapports. Sid Ahmed Rosali, directeur de la Sonatrach, est consulté. Il se présente au MDN avec une carte du plateau de Tindouf entièrement coloriée de bleu. Le plateau est gorgé d'eau. Vous avez de l'eau, dit-il, entre 100 et 120 mètres de profondeur. La nappe couvre tout le plateau, mais c'est une eau provenant des pluies. Elle ne se renouvelle que tous les 100 ans. Il met à notre disposition un engin de forage prélevé sur le parc de la Compagnie pétrolière nationale. 1 mois après l'arrivée de cette sonde, apparaît un premier derrick, surmonté bientôt d'une potence pour faciliter le remplissage des citernes. Bientôt, une seconde sonde viendra en renfort. Les puits livrés au bout de 2 à 2 mois et demi ont un débit de 4 à 5 litres par seconde. Au bout d'1 année, plusieurs sont ouverts et c'est ainsi que la question de l'eau sur le plateau de Tindouf a été définitivement solutionnée. Nous payons de nos personnes pour obtenir les matériels qui donneront un semblant de confort à nos installations. Une noria incessante de véhicules de tout type s'ébranle pour ne plus s'arrêter. Le ciment, les agrégats, les rangs à béton, les fils et câbles, les tôles nervurées, etc. sont déversés pendant des mois sur les sites pour les rendre aptes à recevoir des hommes. Tout le monde participe à l'effort. Un jour, alors que je traverse le plateau à proximité du bataillon de commandement et des services de la 34e brigade, je vois un chef de bataillon les pieds nus, le pantalon relevé au-dessus des genoux,
malaxer la terre crue pour en faire des toubes. De jeunes soldats autour de lui, les pieds également dans la boue, y vont de tout leur cœur. Ils savent que c'est pour leur bien-être. La boue mélangée à de la paille que nous faisons venir par semi-remorque entier et façonnée en briques. C'est chez cet inventif chef de bataillon de la 34e brigade que nous nous retrouvons souvent pour déguster un excellent couscous. Et c'est chez lui également que le lieutenant Boulekram nous surprendra par une étrange proposition. J'y reviendrai. Ce matériau en terre crue est le plus usité dans le secteur. Les tôles ondulées qui servent de toiture sont recouvertes d'une bonne couche de terre en guise d'isolation thermique. Le procédé est connu depuis la nuit des temps. Des abris de protection contre tout type de tir sont également aménagés. Les trous-bouteilles sont creusés sans désemparer ainsi que des tranchées couvertes par les rails de chemin de fer que le commandant de région, Slim Sadi, s'échine à nous faire parvenir. Dès ma prise de fonction, j'organise une réunion de l'ensemble des cadres et leur annonce mon idée de remaniement du dispositif. Ce qui sera fait avec l'assentiment et le concours de tous. Le mot d'ordre est plus d'efficacité, plus d'opérationnalité et plus d'engagement. Chaque matin, accompagné d'abord par le lieutenant-colonel Kerkab, puis plus tard par mon nouveau chef d'état-major, Slimane Bouchouareb, je parcours le plateau. Mon chauffeur, dit l'Arnab, le lièvre, possède un sens inné de l'orientation. Avant l'installation des balises, dès que la colonne ne retrouve pas son chemin, je l'envoie vers l'avant. Il flaire d'instinct la bonne direction. Il m'arrive parfois de m'attarder auprès de nos avant-postes jusqu'à la tombée de la nuit. Aucune inquiétude quand l'Arnab est là. Il se paye quelquefois le luxe de passer dans les intervalles des emplacements de nos unités pour montrer sa connaissance du désert. Avec l'Arnab, nous n'avons pas besoin de gyro-compas. Je fais reprendre l'instruction à la base à partir du groupe de combat, puis la section et la compagnie. Le plateau de Tindouf se prête à merveille au risque pile, grandeur nature. Il permet d'organiser des manœuvres à simple action, avec plastron ou à double action, engageant de grandes unités sur de grands espaces. Chaque année, des manœuvres à double action préparées par l'état-major de la région et supervisées par le commandant de région sont menées dans chacun des secteurs. Les entraînements répétitifs labourent de long en large le plateau. Les chenilles des chars et les roues des engins y creusent d'innombrables pistes. Le voyageur arrive par avion de Tindouf à plus de 150 km de distance par l'immense champignon de poussière ocre qui s'élève à 8000 mètres d'altitude. Les bataillons renforcés exécutent des exercices démonstratifs à tir réel avec emploi d'artillerie, de chars et parfois d'aviation. Les exercices à double action mettent en œuvre plusieurs brigades. Ils sont exécutés avec ou sans simulation sur des distances de 80 à 100 km. Le but est d'entraîner les états-majors et les chefs d'unité à réagir à des situations inopinées. Les officiers assistent au débriefing. Une fois l'an, ces exercices concernent l'ensemble du secteur opérationnel. La bonne formation des éléments des compagnies, des brigades et des groupements de forces entamés progressivement est vérifiée. Des exercices logistiques de ravitaillement, de soutien santé ou de soutien technique en coordination avec l'aviation sont menés. À la fin de l'année, des manœuvres à grande échelle auxquelles participent les officiers des autres régions militaires et le commandement central sont organisées. La direction des exercices est conduite par les chefs des secteurs opérationnels. Le montage est réalisé par l'état-major de la région militaire. La veille des exercices, le mess de Tindouf est plein de monde. Les officiers, contents de se retrouver, s'interpellent les uns les autres. Ces rencontres se terminent par un grand dîner offert par le chef de région. De toutes ces expériences, il en découle qu'il sera nécessaire d'introduire au niveau de la brigade la troisième dimension qui consiste à utiliser l'emploi des hélicoptères pour le commandement et la reconnaissance. Cet outil est indispensable dans la conduite de la manœuvre de la brigade en terrain désertique. Les manœuvres, au-delà de leur utilité technique, ont une finalité politique, démontrer à des agresseurs potentiels ce qui leur en coûterait s'ils s'avisaient de toucher à l'intégrité territoriale de l'Algérie, comme ils ont pu le faire juste après notre indépendance. Les gesticulations de nos voisins montant crescendo, nous nous penchons sur le soutien santé. Nos médecins et infirmiers organisent leurs moyens en fonction principalement du cas de guerre. Les positions de leurs antennes sont désignées à l'avance en fonction du nombre de blessés, probables triés en blessés graves, très graves, légers ou éclopés. De même qu'ils déterminent le nombre d'équipes chirurgicales selon la même extrapolation. Ils déterminent le déploiement des hôpitaux de campagne au plus près des unités et à l'arrière du théâtre des opérations.
Les évacuations des blessés légers et les éclopés se feront par la route. Les avions évacueront les blessés graves, les très graves, impossibles à transporter, seront soignés sur place. Parallèlement à ce travail concret de consolidation de notre dispositif et d'humanisation de nos installations, nous commençons à affiner notre système logistique. Depuis la fin de la guerre d'indépendance et sur ordre du président Boumedienne, nos unités ont toujours disposé de leur propre unité de feu. Les avions en vol d'une base à une autre sont munis, excepté les bombes, de leurs munitions, roquettes, missiles anti-aériens et obus de canon. Compte tenu de l'éloignement de l'établissement le plus proche, Béchar se trouvant à 800 km au nord, il est nécessaire d'avoir une autonomie en ravitaillement de tout genre pour les hommes et les véhicules. Les brigades disposent de leurs encas mobiles. Nous mettons en place ceux du niveau SOST et positionnés auprès des dépôts situés à l'arrière. Ces encas mobiles se mettent en branle dès le déclenchement des combats et suivent de près leur unité pour les approvisionner en fonction de leurs besoins. Les unités de combat modernes sont des machines à consommer. Si elles ne sont pas approvisionnées, elles deviennent des cibles inertes. Les responsables des unités logistiques prennent part à la préparation au combat des unités. Elles sont destinataires des mêmes documents tactiques et opérationnels que ceux remis aux unités, qu'elles doivent parfaitement connaître et suivre pour les approvisionner sûrement.